La versification est l'art de construire, de fabriquer des vers. Qu'est-ce que c'est qu'un vers? Un vers, c'est une ligne, mais une ligne qui, au contraire des lignes de la prose, ne va pas jusqu'à la marge droite. Elle s'arrête avant parce qu'elle a une raison de s'arrêter avant. Dans le vers français, cette raison, c'est son compte de syllabes. Les vers français sont des vers syllabiques, on compte les syllabes, et quand un alexandrin, vous savez que c'est un vers de 12 syllabes, et quand un alexandrin a 12 syllabes, il s'arrête. Donc nous allons étudier la versification en deux temps. Dans un premier temps, nous étudierons les règles de versification, et dans un deuxième temps, des particularités, des écarts. Nous allons donc commencer par les règles. Ces règles vont concerner successivement 4 objets. Le premier objet, c'est le vers lui-même. Le deuxième objet, c'est les rimes. Le troisième objet, les strophes. Et le quatrième, ce qu'on appelle les formes fixes, c'est-à-dire des poèmes qui ont des formes particulières. Pour commencer par le vers, comme je l'ai déjà dit, nous comptons les syllabes. Vous savez qu'un alexandrin, c'est 12 syllabes. Un décasyllabe, c'est 10 syllabes. Et un octosyllabe, c'est 8 syllabes. Un alexandrin, c'est par exemple « Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ». Un décasyllabe, un vers de François Villon, « Frères humains qui après nous vivaient ». Compter les syllabes en français, c'est facile. On compte les voyelles. On compte les voyelles qu'on prononce. Il n'y a pas grand-chose à savoir d'autre, juste 2 détails. Un premier détail, c'est la règle du E muet. Est-ce qu'on compte un E muet ou pas, étant donné qu'un E muet, dans la vie, on ne le prononce pas. Dans les vers, la règle est assez simple. S'il est suivi d'une consonne, il est prononcé. S'il est suivi d'une voyelle, il ne l'est pas. L'autre règle à connaître est celle de la diérèse. Une diérèse, c'est le fait de découper en deux une syllabe qui normalement se prononcerait en une seule syllabe. On va mettre 2 voyelles là où normalement il n'y en a qu'une. Par exemple, dans ce vers de Molière, « Vous êtes donc bien tendre à la tentation ». Donc sillon, normalement on dirait tentation, mais pour atteindre 12, les poètes se donnent le droit, c'est ce qu'on appelle une licence poétique, de découper cette syllabe en 2. Et une fois qu'on sait ça, on peut facilement compter les vers. Donc, un alexandrin, c'est un vers de 12 syllabes. Pas tout à fait. Un alexandrin, en réalité, c'est 6 syllabes plus 6 syllabes. Un alexandrin, c'est pas 12 syllabes prononcées comme ça d'un seul coup. J'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. C'est 6 syllabes, 6 syllabes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. C'est ce rythme qui fait l'alexandrin. Ce petit temps au milieu que l'on marque avant de redémarrer s'appelle la césure. Elle a une grande importance pour le rythme du vers. Elle se place après la 6e syllabe dans un alexandrin. Veille auprès de Pyrrhus, fais-lui garder sa foi. Une petite parenthèse, on pourrait croire que dans un décasyllabe, la césure se place après la 5e syllabe. Ça arrive, mais c'est assez rare, ce n'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, c'est qu'elle se place après la 4e syllabe. Frères humains, qui après nous vivaient. 4,
6. C'est le cas très général dans un décasyllabe. En ce qui concerne les octosyllabes, on ne s'intéresse pas beaucoup à la césure. Un nouveau mot. Chaque moitié de vers découpé par la césure s'appelle un hémistiche. Pour aller encore un petit peu plus loin, chaque hémistiche est découpé par ce qu'on appelle des coupes secondaires. Si je reprends le vers de Rimbaud, ce n'est pas, comme je l'ai prononcé plus ou moins tout à l'heure, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir, c'est et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. 3, 3, 3, 3 syllabes, avec une césure, une coupe importante au milieu, et des coupes secondaires plutôt au milieu des hémistiches. Et voilà, là on a un alexandrin qui a un rythme. Passons maintenant aux rimes. Vous savez que la rime est la répétition d'un ou de plusieurs sons en bout de vers. Et on divise les rimes en plusieurs catégories. Il y a les rimes féminines qui se terminent par un E muet et les rimes masculines qui se terminent de toutes les autres manières possibles. Belle, rebelle, c'est une rime féminine. Action, tentation, c'est une rime masculine, pas de muet, donc masculin. Encore une autre manière de faire des catégories de rimes, c'est par rapport à ce qu'on appelle leur richesse. Par exemple, dans une rime pauvre, il n'y a qu'un son qui rime. Par exemple, nu, vertu. Il n'y a que le son U qui rime. C'est une rime pauvre. Il y a aussi des rimes suffisantes où nous avons deux sons. Par exemple, raté, félicité. Et puis des rimes riches qui vont jusqu'à 3 sons. Et puis des rimes riches, 3 sons. Et au-delà, réussite, plébiscite, où nous avons 3 sons. Félicité, cité, où nous avons 4 sons. Autre manière de classer les rimes, c'est par rapport à leur position, les unes par rapport aux autres. Par exemple, les rimes plates ou rimes suivies, comme leur nom l'indique, se suivent. C'est la formule que l'on nomme avec des petites lettres A, B, B. Les rimes croisées, en revanche, répondent à la formule A, B, B. Et on comprend bien, si on fait le schéma, on voit qu'elles se croisent. Les rimes embrassées, quant à elles, c'est la formule A, B, B, A. Et on voit, pourquoi on les appelle embrassées, si on fait le schéma, c'est que les rimes A prennent les B dans leurs bras. Troisième objet, les strophes. Les strophes sont des groupes de vers séparés par des blancs et où se répètent les mêmes formules de rimes. Alors, elles sont désignées par leur nombre de vers. Un distique, c'est 2 vers. Un tercet, c'est 3 vers. Et à partir de là, on prend le nombre de vers et on ajoute à la fin le suffixe aïen. Un quatrain, c'est 4 vers. 5 vers, on laisse tomber 5 vers. 6 vers, c'est un 6-1. 8 vers, un 8-1. 10 vers, un 10-1, etc. Notre quatrième objet portera sur ce que l'on nomme les formes fixes. Les formes fixes sont des formes de poèmes très précisément définies. Je vais seulement en citer 3.
Le premier que vous connaissez certainement, c'est le sonnet, qui est formé de 2 quatrains et de 2 tercets. Et dans la forme classique traditionnelle, les 2 quatrains sont construits sur les mêmes rimes embrassées, A, B, B, A, B, B, A. Et les tercets sur des rimes qui peuvent avoir 2 formes, soit C, C, D, E, E, D, soit C, C, D, E, D, E. Voici un exemple de sonnet. Autre forme fixe qui vient du Moyen-Âge, la ballade. Elle est faite de 3 strophes carrées, c'est-à-dire que le nombre de vers est égal au nombre de syllabes dans les vers. Si les strophes sont des huitains, eh bien, les vers seront des octosyllabes. Si les strophes sont des dizains, les vers seront des décasyllabes. Elle se termine par une demi-strophe, c'est-à-dire 4 vers si les 3 premières sont des huitains, 5 vers si les 3 premières sont des dizains. Dernière demi-strophe qui commence par prince ou seigneur. Et chaque strophe, chacune des 4 strophes, les 3 strophes et la demi-strophe, se termine par le même vers qui constitue un refrain. Une troisième forme est celle du rondeau. Alors le rondeau, c'est assez compliqué. Je vous en montre un. Voilà, c'est pour les règles. En ce qui concerne le deuxième temps de cet exposé, les particularités, il sera formé de 2 parties. La première concernera ce qu'on nomme l'enjambement. Et la seconde, les assonances et les allitérations. L'enjambement, c'est assez simple à comprendre. Normalement, un vers contient un sens en lui-même. Il n'y a pas de suspense à la fin d'un vers. On sait ce que le vers veut dire. On sait de quoi il parle. Je reprends mon exemple de Rimbaud. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. C'est complet. Bien sûr, il faut tout le poème pour comprendre ce que ça veut vraiment dire. Mais c'est complet. Quand il y a un enjambement, ça veut dire que le sens n'est pas complet. Il faut passer au vers suivant pour comprendre. Un exemple est le sourd tintement des cloches suspendues. Bien, ça n'est pas complet. J'ai besoin de savoir où sont suspendues ces cloches pour comprendre de quoi il est question. Et à ce moment, c'est le vers suivant qui va me le dire. Et le sourd tintement des cloches suspendues au cou des chevreaux dans les bois. Dans ce cas, c'est-à-dire quand le sens, la signification du vers se poursuit au vers suivant, quand elle enjambe la limite du vers, on parle d'un enjambement. Il y a 2 types particuliers d'enjambement. Le premier type particulier d'enjambement, c'est ce qu'on appelle le rejet, c'est-à-dire qu'on a juste un mot ou une expression très courte qui est rejetée au vers suivant. Célèbre exemple de Victor Hugo,
Serait-ce lui, c'est bien à l'escalier. C'est pas complet, parce qu'on ne sait pas quel escalier. Serait-ce lui, c'est bien à l'escalier dérobé. Quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que dans le premier vers, on a juste un petit morceau, et que l'enjambement se poursuit sur tout le second vers, on parle de contre-rejet. Ils atteindront le fond de l'Asturie avant quoi? Et là est l'enjambement donc, avant que la nuit ait couvert la Sierra de ses ombres. Voilà pour l'enjambement. C'est simplement le fait que on doit passer au vers suivant pour comprendre. L'enjambement est marqué en général par l'absence de ponctuation. À la fin d'un vers, on a souvent une virgule, un point-virgule, un point. Là, dans le cas de l'enjambement, nous n'avons rien. C'est ça qui permet de reconnaître physiquement un enjambement, mais ça n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est que le sens passe sur le vers suivant. Le deuxième point que je voulais aborder dans les particularités est celui des allitérations et des assonances, c'est-à-dire des répétitions de sons à l'intérieur d'un vers. Une allitération est la répétition d'un son consonne. L'exemple le plus classique d'allitération est le vers de Racine « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ?» où on entend 5 fois le son « se ». Les assonances sont des répétitions de sons voyelles. Un autre vers de Racine « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ». On entend 3 fois le son « i » et en plus chaque fois sous l'accent tonique, donc très marqué. À quoi servent ces allitérations et ces assonances? Elles ont 3 fonctions. Première fonction, ce qu'on appelle l'harmonie imitative. Il s'agit d'imiter avec les sons du langage les sons de la vie. C'est le cas dans le vers de Racine, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes, où la répétition des S essaie d'imiter le sifflement du serpent. Autre fonction des allitérations et des assonances, elles peuvent créer un effet musical, mélodique ou rythmique. Un type d'effet rythmique, c'est le vers de Gérard de Nerval, « Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres ». La troisième fonction de ces allitérations et de ces assonances est de renforcer une idée, un sentiment. Nous étudierons cela lors des exercices que nous ferons ensemble. Nous venons de faire le tour des bases de la versification française. Je vous remercie de votre attention.